Droit du travail. Numéro 2. Salaire et accessoires. Il y a plusieurs choses à développer en cette deuxième partie de droit du travail. Comme nous l'avons dit à la fin de la première partie de notre premier audio, nous allons parler des salaires, d'accord, et accessoires en matière de droit du travail. Nous allons parler aussi des délégués du personnel et les conventions collectives. Nous allons aborder la notion de durée du travail et aller encore plus loin pour parler, d'accord, de plusieurs autres notions en termes de conflit de travail, en termes de l'inspection du travail, beaucoup d'autres choses. Alors, la première partie consistait en la définition. Sinon, nous avons défini ce que c'est que le droit du travail, les généralités sur le droit du travail, la formation du contrat de travail, nous en avons parlé au niveau de notre première partie. Nous avons abordé la notion de suspension du contrat de travail, puis nous avons fini en matière de rupture du travail. Et aujourd'hui, nous continuons pour voir ce que c'est que le salaire, les accessoires et au-delà. Alors, shalom à vous, peace. Bienvenue dans la classe de Shaya Fondation et évoluons. Si vous aimez nos activités, abonnez-vous, cliquez de like, d'accord, et restez fidèle à notre chaîne. Il faut dire que l'employeur et l'employé, sinon l'employeur et le travailleur sont liés par un contrat synalagmatique de sorte que l'obligation de service et autres obligations soient compensées par le salaire et autres. Le salaire, selon l'article X, d'accord, je ne vais pas définir cela puisque nous travaillons, ce travail est fait pour plusieurs pays, donc on ne va pas citer le code d'un pays. Il faut dire que le travail est défini différemment, mais selon les thèmes propres à l'Organisation internationale du travail. D'accord? Donc, il faut dire selon l'article X du Code du travail, sinon l'article X du Code du travail de X pays, définit le salaire comme le traitement de base ou le minimum et tout autre avantage payé directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier est fixé soit par accord, soit par des dispositions réglementaires ou conventionnelles. En tenant compte sinon, de cette définition, on peut dire, en tant que contrepartie du travail fourni, aucune rémunération n'est en principe due en cas d'absence, sauf dans les cas prévus par le Code, les conventions collectives et les contrats individuels du travail. Suivant les catégories de travailleurs, le salaire prend des appellations différentes. Le salaire peut être appelé traitement pour les fonctionnaires, appointment pour les employés, honoraires pour les médecins, avocats, consultants,
cachets pour les artistes, gages pour les domestiques, émoluments pour les hommes politiques, solde pour les militaires, commission pour l'intermédiaire d'une transaction, salaire pour l'ouvrier. Alors, les types de salaire, il y a le salaire à plein temps, le salaire au rendement et le salaire à la commission. À plein temps, la définition se fait pour dire que le travail, sinon le salaire, d'accord, au temps est la contrepartie du service fait pendant un certain temps sans tenir compte du rendement. Alors, le salaire, en ce sens, peut, dans ce cas, être honoraire, journalier, mensuel, d'accord? Et le salaire au rendement consiste à rémunérer le salarié en fonction de la qualité ou du volume du travail fourni selon une formule déterminée à la tâche ou à la pièce. D'accord? Alors là, il faut aborder la troisième notion du salaire à la commission. C'est un salaire proportionnel au chiffre d'affaires réalisé. Euh, les compléments accessoires du salaire, en termes d'accessoires, on a les indemnités, on a les gratifications. Qu'est-ce que l'indemnité? Les indemnités sont des accessoires au salaire destinés à compenser une augmentation du coût de vie ou à rembourser une dépense probable liée à l'exercice de la profession. Indemnité de logement, de déplacement. On a aussi les primes. Les primes sont des sommes d'argent versées aux travailleurs pour l'encourager. Primes d'assiduité, primes de nuit, de production, de rendement, d'ancienneté, de suggestion. Alors, on a aussi la gratification. La gratification est une somme d'argent à titre de don versé par l'employeur pour témoigner au travailleur sa satisfaction, témoigner de sa satisfaction. Elle n'est pas comprise dans le salaire. On a les pourboires, d'accord. Ce sont des sommes d'argent versées volontairement par des personnes aux travailleurs, par des clients, d'accord, aux travailleurs pour montrer leur satisfaction de la prestation des employés. Alors, ici, quelles sont les modalités de paiement d'un salaire? On a le SMIG, on a le paiement du salaire. Ce sont les deux modalités de paiement de salaire. Qu'est-ce que SMIG? Le SMIG est le salaire fixé par accord des parties, par des règlements ou des conventions. Aucun salaire ne doit être inférieur au SMIG. Donc, sinon au salaire minimum interprofessionnel garanti. Alors, c'est selon le pays que cela est fixé. D'aucuns sont normaux, d'aucuns sont aussi ce qu'on peut voir. D'accord? Cela est révisé au moins tous les 3 ans au besoin. Hein. C'est ce que les règlements disent. Donc, le SMIC de cette année peut différencier de celle d'il y a 3 ans, sinon être maintenu. Alors, on a aussi les paiements de salaire en termes de modalités de paiement. Le paiement du salaire se fait en monnaie ayant cours légal. Il est exigible au plus tard 8 jours après la fin du mois et le paiement se fait sur les lieux du travail et aux jours ouvrables. En cas de non-paiement du salaire et autres, sinon le travailleur dispose d'un délai de 3 ans pour réagir devant la justice. Le paiement de tout ou partie du salaire, de tout le salaire ou d'une partie du salaire peut se faire en besoin, d'accord,
euh, euh, le paiement de tout salaire en partie ou de tout salaire en totalité en boissons alcoolisées, stupéfiants, drogues et autres est totalement et conventionnellement interdit. Le salaire en nature est en principe interdit, sauf stipulation contraire du code. D'accord? Les documents justificatifs de paiement de salaire, on a le livre ou le registre de paye. C'est un registre dans lequel sont reportées les mentions des bulletins de paye. Ce registre doit doit être conservé dans l'entreprise pendant 5 ans au moins. D'accord? En dehors du livre de registre de paye, on a le bulletin ou les fiches de paye. Alors, continuons toujours avec le registre de paye pour dire le livre de paye en tant que document comptable est obligatoire. Il est coté et paraphé par le juge du tribunal de première instance. Alors, le bulletin de paye, qu'est-ce que c'est? En termes de bulletin de paye ou fiche de paye, la fiche de paye ou le bulletin de paye, c'est une fiche qui renseigne le salarié sur les éléments qui composent sa rémunération. D'accord? Il est délivré après la signature du travailleur et sert aussi de preuve de paye du salaire. Le bulletin de paye contient des renseignements suivants: le nom, l'adresse de l'employeur, la raison sociale de l'établissement et le numéro d'immatriculation qui permet de verser les cotisations à la caisse d'épargne ou à la caisse sociale, d'accord? Le nom du salaire, le nom du salarié et l'emploi occupé, la période et le nombre d'heures de travail, d'accord, y compris les heures supplémentaires. Il y a la nature et le montant des diverses primes, le montant de la rémunération brute, le montant de la rémunération nette, la date de paiement. Donc tout cela, on en avait déjà discuté dans la gestion des ressources humaines. Vous pouvez vous référer à l'audio gestion des ressources humaines pour mieux clarifier ces concepts déjà présentés. Et on a aussi, en dehors du bulletin ou de la fiche de paie, on a le reçu pour solde, d'accord, de tout compte. On en avait déjà parlé aussi. Quels sont les privilèges et garanties du salaire? Les salaires doivent être payés avant les créanciers de l'entreprise. Le salaire est privilégié. Ce privilège s'étend aux indemnités et dommages intérêts liés à la rupture du contrat de travail. La garantie du salaire s'explique par rapport aux dettes du salarié. En cas de dette par un salarié, le créancier peut faire saisir son salaire. D'accord? On parle de saisie-arrêt. Mais comme prévu par la loi, la saisie du salaire ne doit pas dépasser les 1/3 du salaire mensuel du travailleur. Alors, le salaire fait objet de protection juridique à cause des fonctions économiques en termes d'épargne, en termes d'investissement et des fonctions sociales en termes de satisfaction des besoins du travailleur et des membres de sa famille. Mais il importe de savoir que pour fidéliser le travailleur et le motiver pour une bonne rentabilité, sa rémunération doit se placer largement au-dessus du matériel
en termes d'encouragement et de félicitations. Alors, quand surviennent les conflits dans le travail, avant d'en arriver là, nous allons voir, allons pouvoir d'abord la durée du travail. Après, nous allons parler des processus de syndicats et autres. La durée du travail. Le travail peut être altéré, sinon le travail peut altérer plutôt la santé du travailleur. Pour cela, la loi prévoit une durée journalière de travail assortie de repos, avec quelques exceptions qu'il importe de savoir. La durée du travail. Il y a la durée légale. Il y a des exceptions. Il y a des heures supplémentaires. Il y a un certain nombre de choses en termes de durée de travail et de repos hebdomadaire ou jour de férié. Alors, la loi prévoit que le salaire du salarié, le travail, la loi prévoit que le travail du salarié est de 8 heures au maximum par jour, soit 40 heures de travail par semaine, 173 heures de travail, d'accord, par mois. Donc, 173 heures 173 heures, un tiers, d'accord, par mois. Et 2080 heures par an. Dans le secteur agricole, les gens arrondissent souvent à 2400 heures par an. Et les exceptions, il y a les heures de récupération, il y a les heures de dérogation, il y a des heures d'équivalence, il y a la modulation. Qu'entendons-nous par heures de récupération? Ce sont les heures effectuées pour compenser les interruptions intervenues au cours de l'exécution des travaux. Par exemple, une entreprise travaille et tout de suite, il y a panne, tout le monde s'arrête. Donc, on suppose que ces arrêts-là sont déjà des périodes de récupération, des périodes à récupérer, surtout dans les grandes industries, dans les usines et autres. Les heures de dérogation, ce sont des heures au-delà de la durée légale et qui sont considérées comme des heures normales en raison de la spécificité et de l'activité de l'entreprise ou des circonstances exceptionnelles. Les heures d'équivalence, ce sont des heures effectuées par le travailleur pour récompenser les temps morts caractérisant certaines professions, par exemple les cliniques, les hôtelleries, les restaurations, les gardiens de chantier, de bâtiments. Et là, le travailleur doit alors faire plus de 40 heures par semaine sans pour autant être rémunéré en heures supplémentaires. Et nous avons la modulation. La modulation, c'est un moyen par lequel les heures de travail sont réparties de manière inégale sur différentes périodes de l'année en fonction des fluctuations saisonnières. Elles peuvent être imposées euh, euh, elles peuvent elle ne peut être imposée aux travailleurs, mais se réalise par convention ou accord. Euh, une autre exception de ce genre de truc est l'heure supplémentaire, les heures supplémentaires. D'accord? Qu'est-ce que les heures supplémentaires? Ce sont des heures de travail effectuées au-delà de 40 heures par semaine pour des besoins de service. Elle n'arrange pas toujours le travailleur et est fixée à
4 heures au maximum par jour par travailleur et à 20 heures par semaine par travailleur. Les heures supplémentaires sont obligatoirement payées. Alors, quelles sont les modalités de paiement des heures supplémentaires? Cela se fait par calcul, d'accord? On a les heures supplémentaires de jour et des heures supplémentaires, d'accord, à calculer de façon suivante. La majorité de 12% du taux horaire de la 41e à la 48e heure. La majorité de 35% au-delà de la 48e heure. La majorité de 50% les dimanches et jours fériés. On a les heures de jour et les heures de nuit. Je viens de parler des heures de jour. Les heures de nuit sont à de majorité de 50% de taux horaire les jours ouvrables et de 100% de taux horaire les dimanches et jours fériés. Il faut voir que les heures supplémentaires de nuit doivent être comprises entre 21 heures et 5 heures du matin. Et pour être acceptables, les heures supplémentaires doivent être exécutées dans la semaine. L'employeur doit requérir de l'avis de l'inspecteur, sinon de l'inspection du travail, avant de avant de faire des heures supplémentaires ou de fixer ces heures supplémentaires. Le repos hebdomadaire et les jours fériés, comment ça se passe? D'abord, le repos hebdomadaire, c'est une règle. Et les jours fériés sont établis par l'État de chaque pays. Alors, le repos hebdomadaire est obligatoire et lié en principe au dimanche. Sinon, a eu lieu les dimanches, tous les dimanches. Mais certaines professions déplacent le repos hebdomadaire du dimanche qui se présente comme l'un de leurs jours favoris de bon chiffre d'affaires. Les restaurants, par exemple, les ateliers de coiffure, les photographes, les ateliers d'esthétique et autres, d'accord? Ils déplacent souvent les heures de repos. Alors, les jours fériés sont des jours que la loi ou le gouvernement déclare de repos pour raison de portée nationale, de cérémonies religieuses ou simplement de fêtes. Ces jours chômés sont normalement payés. Il s'agit du 1er janvier qui se trouve être le jour de l'an, du 10 janvier pour certaines fêtes dans certains pays, du jour de Ramadan, d'accord, fête des musulmans. Il s'agit du lundi de Pâques, du lundi de Pentecôte, du jour de la Tabaski, du 1er mai de la journée mondiale du travail et du jour de l'Ascension, du jour de Maouloud, l'anniversaire de la naissance de Mahomet, du 1er août, d'accord. Avant le 1er août, il y a le 1er juin dans certains pays, journée de l'arbre, d'accord. Il y a le 1er août pour la fête de l'indépendance dans certains pays. Il y a le 15 août, l'Assomption, le 1er novembre, la fête de tous les saints, le 25 décembre, la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ces jours sont considérés fériés et on peut dire que la durée du travail et le repos ont connu une grande évolution dans leur amélioration par rapport aux travailleurs. En fait, le droit au travail cherche à protéger la santé du travailleur et les régimes spécifiques existent, des régimes spécifiques existent
pour des professions à caractère particulier et ont pour source notamment les arrêtés ministériels au niveau du ministère du Travail. Ici, on peut dire aussi euh, qu'avant qu'on aborde la notion de conflit de travail, il va falloir voir comment la notion de syndicat fonctionne. Là, on pourra voir plus tard les conflits et le rôle que jouent ces divers syndicats au sein de ces conflits-là. Alors, les syndicats délégués et responsables du personnel, délégués du personnel et les conventions collectives. Qu'entendons-nous par tout ça? Nous allons aussi aborder plus tard l'inspection du travail. Alors, en termes de syndicats, de délégués du personnel ou responsables du personnel ou de conventions collectives, il faut dire que pour la bonne marche de l'entreprise, de bons rapports doivent exister, d'accord, entre l'employeur et l'employé. Voilà pourquoi sont institués des syndicats, les délégués du personnel et les conventions collectives. Les syndicats professionnels, il y en a plusieurs. On a aussi les délégués du personnel, d'accord? Et on a les conventions collectives qui diffèrent dans chaque pays. Le syndicat professionnel est un regroupement de personnes exerçant une même profession ou des professions connexes ou similaires pour l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels ou moraux tant collectifs qu'individuels des membres. Le syndicat euh, se constitue suivant des textes en vigueur à l'Office de la personnalité, à d'office euh, euh, la personnalité juridique, je reprends. Le syndicat constitué suivant les textes en vigueur a d'office la personnalité juridique. J'espère que c'est compris. Oui, j'espère que ça suit. OK. Alors, les conséquences de la personnalité juridique du syndicat. Le syndicat a des droits attachés à sa personnalité juridique, dont notamment, il a un patrimoine, il a le droit de passer contrat, il peut euh, euh, aller en justice, il négocie avec le patronat pour améliorer les conditions de travail et la jouissance des travailleurs, des droits de travailleurs. Le fonctionnement du syndicat fait intervenir les AG, d'accord, les bureaux départementaux, les commissaires aux comptes. Donc, c'est tout un euh, système bien monté pour défendre les droits du travailleur. Alors, les délégués du personnel sont différents des représentants syndicaux. Et les, ils sont différents des représentants syndicaux qui représentent les syndicats, mais leur mission se rapproche. Le délégué du personnel, sinon les délégués du personnel sont des représentants élus du personnel d'un établissement ou d'une entreprise. Ils sont chargés de faire observer les conditions de travail, de transmettre les réclamations du personnel à l'employeur. Les conditions d'élection.
Leur mise en place est obligatoire dans une entreprise ayant au moins 11 employés. Leur nombre par entreprise dépend de l'effectif des travailleurs. Si vous avez 1 à 20 salariés, il vous faut un délégué titulaire et un suppléant. 21 à 50 salariés, il vous fait 2 délégués titulaires et 2 suppléants. Si vous avez 150 à... Non, vous avez 51 personnes à 151 salariés, il vous faut 3 délégués titulaires et 3 suppléants. À partir de 101 personnes à 250 salariés, il vous faut 5 délégués titulaires et 5 suppléants. À partir de 251 personnes à 500 salariés, il vous fait 7 délégués titulaires et 7 suppléants. Au-delà de 501 personnes à 1000 personnes, 1000 salariés, il vous faut 9 délégués titulaires et 9 suppléants et plus de 1000 salariés, vous avez besoin d'un délégué supplémentaire pour la tranche de 500 salariés. Vous comprenez? Alors, ils euh, sont électeurs les salariés ayant au moins 3 mois d'ancienneté et sont éligibles les salariés ayant au moins une année d'ancienneté. Les délégués ou titulaires et suppléants sont élus pour 2 ans et le renouvellement intervient dans un mois avant l'expiration du mandat en cours. Alors, on peut dire quel est le rôle ou la mission des délégués du personnel. Il faut qu'ils saisissent l'inspecteur du travail en cas de non-respect de la réglementation en vigueur vis-à-vis du travailleur par l'employeur. Alors, il veille à l'application des prescriptions relatives à l'hygiène, à la sécurité des travailleurs, à la sécurité sociale et propose toutes mesures utiles à cet effet. Il dit aussi qu'il présente les réclamations individuelles ou collectives des travailleurs sans préjudice pour le travailleur de présenter lui-même ses réclamations à l'employé. Les protections des délégués du personnel. Compte tenu de la délicatesse du rôle du délégué du personnel, la loi lui garantit la protection. Ainsi, tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. Et si c'est pour un cas de faute lourde, l'employeur ne peut sur le champ se prononcer, sinon sur le champ, que prononcer une mise à pied conservatoire en attendant que l'inspecteur du travail se prononce sur le licenciement effectif. Qu'est-ce que la convention collective ou les conventions collectives? La convention collective est un accord conclu entre représentants et le représentant des syndicats et des travailleurs d'une part et le représentant des syndicats employeurs d'autre part sur les conditions de travail et les rapports professionnels. Il existe des types de conventions. Ces types de conventions sont entre autres, d'accord, euh, les conventions collectives nationales, les conventions collectives régionales, les accords d'établissement qui consistent
adapter à plusieurs établissements les règles contenues dans les conventions collectives nationales ou régionales. Alors, voyons surtout les conventions collectives, les contenus. On peut dire alors que la convention collective comprend obligatoirement les notions suivantes. La durée de l'engagement à l'essai et celle du préavis. La formation professionnelle ou le perfectionnement continu. La création, les conditions de mise en place de gestion des œuvres sociaux, notamment les mutuelles, les cantines, les activités sportives, la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, les éléments du salaire par catégorie professionnelle, les modalités d'exécution des heures de travaux supplémentaires, la protection des représentants euh, euh, du travail, des représentants des travailleurs, d'accord, la protection des représentants des travailleurs, euh, le règlement des conflits, le libre exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des travailleurs au sein de l'entreprise, les dispositions concernant la procédure de réunion, de modification et de dénonciation ou de dénonciation de tous ou partie de la convention. Il faut dire, elle peut contenir d'autres dispositions et dire aussi que la convention collective peut être à durée déterminée, 5 ans au plus ou à durée indéterminée, d'accord? Il faut aussi comprendre que la convention, une fois négociée, est rédigée une fois négocié, rédigé, doit être déposé au niveau du ministère du Travail qui l'enregistre, en délivre récépissé après avoir vérifié sa conformité à la loi et au règlement. La convention collective ne doit prévoir des dispositions plus sévères que celles législatives et réglementaires. Et il faut aussi dire que les syndicats délégués du personnel et la convention collective garantissent aux travailleurs la jouissance de l'exercice de leurs droits et fonctions. Nous allons voir alors le conflit euh, au niveau du conflit du travail et mieux comprendre le rôle d'un certain nombre de personnes après. Ce ne serait pas aussi certain qu'on puisse finir euh, en moins d'une heure ce travail. Alors, nous aurons à finir la dernière partie au niveau du troisième audio, les conflits de travail. Rappelez-vous encore que vous êtes euh, au sein de l'ONG Shaya Foundation où nous faisons des renforcements de capacité, d'accord, dans le but de lutter contre l'ignorance et la destruction, le chômage à partir de l'éducation, d'accord, à partir de l'éducation et des renforcements, le rehaussement des compétences et autres. Donc, soyez les bienvenus et restez, demeurez avec nous. Ce travail est fait totalement pour aider. Alors, merci de nous soutenir en vous abonnant aussi et en respectant nos conditions
de diffusion d'informations, d'accord, et de formation. Continuons pour dire que un conflit, qu'est-ce que c'est? Nous sommes en conflit de travail. Alors, un conflit, qu'est-ce que c'est? Un conflit est tout différent ou litige opposant un employeur à son ou à ses employés dans leur rapport de travail. Les principales causes sont l'amélioration de la rémunération, la discipline au sein de l'entreprise, la sécurité sociale et autres, le non-respect des contrats et autres. D'accord? On distingue deux types de conflits, les conflits individuels de travail et les conflits collectifs. Les conflits individuels de travail. Le litige individuel de travail est celui qui oppose en cours d'emploi ou à l'occasion de la rupture du contrat de travail, un travailleur à son employé. Et là, on peut voir les procédures de règlement, les conflits à l'intérieur de ça, on peut voir les procédures de règlement, les procédures de règlement. Il y a deux phases. Il y a la conciliation ou la phase non judiciaire. Puis il y a la procédure devant le tribunal du travail ou la phase judiciaire. L'inspecteur du travail du ressortissant territorial, euh, sinon l'inspecteur du travail du ressort territorial de l'entreprise est saisi du dossier et tente un règlement à l'amiable. Il tente un règlement à l'amiable. En cas de conciliation ou non, l'inspecteur du travail adresse un procès verbal signé des parties ou de la partie présente au président du tribunal du travail. En cas de conciliation, le président du tribunal y oppose des formules exécutoires. Lorsqu'il y a non-conciliation, le procès verbal est adressé au tribunal dans les 15 jours à partir de la non-conciliation. Et la procédure devant le tribunal du travail ou la procédure judiciaire. La, à la comparution, des parties devant le tribunal, une nouvelle tentative de conciliation a lieu. En cas d'accord, le procès verbal le contestant est exécuté comme un jugement. En cas de non-conciliation, le tribunal retient l'affaire et peut procéder à des enquêtes supplémentaires. Le tribunal statue en dernier ressort lorsque la valeur économique de l'affaire n'excède pas 100 000 francs CFA. Au-delà de cette somme, l'appel doit faire dans les 15 jours à compter de la date du jugement. Il faut aussi voir que les conflits peuvent être de nature
collective. Les conflits collectifs sont des différends ou litiges qui opposent un ensemble de salariés euh, organisés ou non, à, associés ou non, d'accord, à un employeur ou à des groupes d'employeurs. La procédure de règlement se compose de deux phases. Il faut dire qu'il y a la phase de conciliation et l'arbitrage. Qu'est-ce que la phase de conciliation? Elle a lieu au niveau de l'inspecteur du travail lorsque le conflit est limité à un département et au niveau du directeur de travail lorsque le conflit s'étend sur les ressorts de plusieurs inspections départementales. En cas d'accord de conciliation, le procès verbal, le contestant est exécutoire. En cas d'échec de la conciliation, le différend est obligatoire, sinon est obligatoirement soumis dans les dates, dans les 15, sinon dans les 8 jours, oui, pas dans les 15, dans les 8 jours, francs par l'inspecteur du travail ou le directeur du travail au conseil d'arbitrage. Le conseil d'arbitrage, il est assuré par le conseil d'arbitrage constitué à la cour d'appel. Et il statue en droit sur les différents relatifs à l'interprétation et à l'exécution des textes en vigueur. Il statue également en équité sur les autres différends, le salaire et les conditions de travail. Le conseil d'arbitrage juge sur pierre, juge sur les pièces, mais il entend les parties si elles le souhaitent. Il faut dire que le conseil d'arbitrage juge sur les pièces, mais il entend les parties si ces parties-là le souhaitent. La sentence arbitrale est notifiée immédiatement aux parties et acquiert leur force exécutoire en cas de non-opposition dans les 4 jours à compter de la notification. La grève ne peut être déclenchée en cas d'échec de négociation devant l'inspecteur du travail ou du directeur du travail. Alors, je parlais de la conciliation, de l'arbitrage, et ici, il faut que nous ajoutons aussi la grève. Il faut entendre par grève toute cessation concertée et collective de travail dans le but d'appuyer une revendication professionnelle. On distingue différentes formes de grève. La grève perlée, c'est le ralentissement de la cadence du travail. La grève sauvage, déclenchée sans motion de grève d'un syndicat. La grève de solidarité, les revendications ne sont pas propres aux grévistes. Il y a aussi la grève surprise. D'accord, la grève de surprise.
qui est déclenchée sans préavis. On a la grève sur le tas, observée sur les lieux de travail et aux heures de service. La grève trombone ou bouchon est limitée à un service, à un atelier et qui paralyse l'ensemble de l'entreprise. Alors, s'il faut s'il faut parler de grève mixte, il faut dire que son objet est à la fois professionnel et politique. Il y a la grève tournante qui affecte successivement divers ateliers ou catégories professionnelles de l'entreprise. Le lockout, c'est la mesure prise par l'employeur d'interdire l'entrée de son établissement à un ensemble de salariés afin d'imposer certaines conditions de travail. On a aussi la grève ne rompt pas le contrat de travail et l'employeur ne peut licencier pour raison de grève, sauf en cas de faute lourde du salarié. Et dans ce qui suit, nous allons voir le rôle de l'inspection du travail. Allons rapidement pour voir ce que c'est. En termes de rôle de l'inspection du travail. En termes de rôle de l'inspection du travail, pour veiller à la bonne mise en œuvre de la politique de l'État en matière de travail et d'emploi, l'inspection du travail a été créée avec avec une composition, un rôle et des prérogatives précises. L'inspection du travail est un service de l'État créé pour veiller à la bonne application de la législation du travail. Et elle contribue à la protection de l'emploi. Alors, il faut dire aussi que l'inspection du travail est utilisée par l'État. C'est utilisé par l'État pour atteindre ses buts. Pour atteindre ces buts, l'État dote l'inspection du travail en ressources financières, matérielles, techniques et surtout humaines. Quelle est la composition de l'inspection du travail? L'inspection du travail se compose alors de services et de ressources humaines. Je voulais dire, l'inspection du travail est composée de ressources et se compose de services et de ressources humaines. Les services, qu'est-ce que c'est? Les principaux services de l'inspection du travail sont le secrétariat, le bureau du responsable de l'inspection qui est le directeur
départemental du travail et de la fonction publique et du bureau des inspecteurs de travail. En termes de ressources humaines, le personnel de l'inspection du travail se compose pour l'essentiel d'un ou de quelques administrateurs du travail. On a la direction départementale du travail et de la fonction publique qui est assurée par un administrateur du travail et à défaut par un inspecteur du travail. Les inspecteurs du travail font partie aussi des ressources humaines. Donc, on a euh, euh, les inspecteurs du travail, je reprends, hein, les ressources humaines en termes d'inspection du travail. On a un ou plusieurs administrateurs, ceux que je viens de citer. On a les inspecteurs du travail que je vais citer maintenant. On a les collaborateurs des inspecteurs qui sont appelés contrôleurs de travail. Et on a le secrétaire, le chauffeur, le gardien et l'agent de sécurité. En termes d'inspecteurs du travail, ils sont les principaux techniciens de l'inspection du travail et ils mettent en œuvre les missions de l'inspection du travail et bénéficient des prérogatives, d'accord, qui sont liées à cela. Les rôles et missions ou fonctions de l'inspection du travail. Les fonctions de l'inspection du travail finissent par devenir celles de l'inspecteur du travail. Il faut citer quatre, que sont les suivantes. La... Je viens quelques minutes, accordez-moi quelques petites secondes. On a la conciliation. Bon, non, c'est pas ça. Un instant. Bon, je ne me perds pas, hein. Comme je le disais, vous êtes ici sur la chaîne YouTube Shaya Fondation Internationale. Nous donnons nos cours. Merci de nous rejoindre massivement pour bénéficier de ce que nous faisons ensemble. D'accord, les cours sont diffusés là où vous pouvez les recevoir pour réellement bénéficier de leur importance et les utiliser à bon escient. Alors, likez et donnez-nous un like, envoyez-nous un like par rapport à ce que nous faisons. D'accord? Je parlais tout à l'heure de ce que c'est que quels sont les rôles, missions et ou fonctions de l'inspection du travail. Et je disais que l'inspection du travail, les fonctions de l'inspection du travail finissent par devenir celles de l'inspecteur du travail et elles sont au nombre de quatre que je voudrais souligner rapidement. La fonction de contrôle, la fonction de conseil, la fonction de gestion administrative et la mission de contestation ou de contestation, la mission de contestation et de poursuite. En termes de fonction de contrôle, elle permet à l'inspecteur du travail de vérifier si les lois et règlements en matière de travail et de sécurité sociale sont respectés au sein de l'entreprise privée, publique ou semi-publique et si elles sont appliquées
aux travailleurs par les employeurs. La fonction de conseil, à cet effet, l'inspecteur du travail conseille les travailleurs et employeurs et le ministère du Travail et de la fonction publique et le gouvernement par rapport à la politique de l'État en matière de travail et de sécurité sociale. En termes de fonction et de gestion administrative, d'accord, en termes de fonction de gestion administrative, à cet effet, l'inspecteur du travail réalise toutes les tâches qui lui sont confiées par le ministère et le gouvernement. Il a aussi la dernière fonction qui est la mission de constatation. Alors, la mission de constatation et de poursuite. C'est la mission par laquelle l'inspecteur du travail constate les infractions à la loi sociale et engage les poursuites, c'est-à-dire prend des dispositions pour les sanctionner. Quels sont les pouvoirs de l'inspecteur du travail, sinon de l'inspection du travail? L'inspection, sinon l'inspecteur du travail, a le droit d'accès à l'entreprise. Il a le droit de consultation des documents de l'entreprise et il a le droit d'interview. En termes de droit d'accès à l'entreprise, l'inspecteur du travail peut s'introduire dans n'importe quelle entreprise. Ce pouvoir conduit les chefs d'entreprise à respecter la législation du travail et de la sécurité sociale à tout moment, car ils ne savent quand l'inspecteur passera. Il a le droit de consultation des documents de l'entreprise. Donc, l'inspecteur du travail a accès à tous les documents de l'entreprise, en particulier le registre de l'employeur que celui-ci doit tenir. Le droit d'interview. L'inspecteur a droit d'interviewer. C'est le droit par lequel l'inspecteur du travail peut questionner n'importe qui pour la recherche de la vérité sur l'entreprise. Les procédures devant l'inspection du travail. La procédure est l'ensemble. Définissons d'abord ce que c'est que la procédure. La procédure est l'ensemble des étapes à suivre pour faire aboutir une réclamation ou atteindre un objectif donné. En matière de travail, la procédure est l'ensemble des étapes à suivre pour faire aboutir une réclamation ou atteindre un objectif donné. C'est la démarche à suivre pour atteindre un objectif. D'accord? Et les principales procédures devant l'inspecteur du travail, l'inspection du travail sont la requête de l'avis de l'inspecteur du travail au sujet d'un document ou d'une procédure en termes de formation du contrat de travail, d'élaboration de règlements intérieurs, de licenciement du délégué du personnel pour faute lourde, de licenciement technique. Alors, on peut dire aussi que le chef d'entreprise ou le travailleur informe ou l'inspecteur du travail par rapport à un fait ou par rapport à une affaire ou à une irrégularité. L'inspecteur du travail, par rapport à un conflit de travail, est normalement informé par l'employeur ou le travailleur. Et il lui demande de mettre en œuvre la procédure
de conciliation d'abord. Il faut savoir que la saisine de l'inspecteur du travail se fait au moyen d'une lettre administrative à forme administrative et d'une lettre administrative à forme personnelle. Les travailleurs et les usagers peuvent faire une lettre administrative à forme personnelle et une lettre administrative simple. L'inspecteur du travail de l'inspecteur du travail à l'entreprise, il existe également des procédures que l'inspecteur du travail doit respecter à peine de nullité de ses actes. Alors, l'inspecteur du travail est donc un instrument, sinon l'inspection du travail est donc un instrument aux mains de l'État. Elle tient lieu de baromètre de la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de travail et de sécurité sociale, puis d'emploi. Nous allons continuer encore plus loin en termes d'entreprise et de réglementation. D'accord? Nous sommes déjà à l'heure normale de notre diffusion et de notre présentation. Nous allons procéder plus tard à la suite. En session 3, nous allons parler de l'entreprise et des règlements intérieurs. Nous allons parler de la protection sociale des travailleurs et nous allons vous donner quelques exercices, sinon un certain nombre d'exercices à faire. Donc, il faut notifier que le cours est subdivisé en 3 parties ici. Nous avons fait la première partie dans le premier audio. La deuxième partie, c'est ici. Et la troisième partie prendra en compte aussi la session exercice. Alors, shalom. Merci de nous avoir suivis. Nous continuons à faire notre travail. Merci de nous aider à continuer et fidélisez-vous à notre chaîne. Merci. Shalom.